15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La délégation de parlementaires somaliens clôture sa mission d'études dans la région d'Arta. Et à Gaza, famine, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc hier à Kampala, la capitale de l'Ouganda, pour prendre part au sommet de l'IGAD et à un sommet conjoint de l'IGAD et du mouvement des pays non alignés. Ce sommet donc, qui s'ouvre aujourd'hui à Kampala est dominé par deux thématiques essentielles, la crise soudanaise et le récent différend entre l'Éthiopie et la Somalie. Ce sommet est l'occasion de rappeler l'urgence de cesser les violences et de parvenir à un accord à travers les négociations et les pourparlers des protagonistes au Soudan pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays frère. Et quant au second sujet à l'ordre du jour de ce sommet de l'IGAD qui s'ouvre donc aujourd'hui à Kampala en Ouganda, il porte sur le différend récent entre la Somalie et l'Éthiopie suite à la réalisation d'un mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et le Somaliland au début de mois. À son arrivée à l'aéroport international de Kampala, l'aéroport Entebbe, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par des hauts responsables ougandais. Et en marge de ce sommet, le président de la République mettra à profit ses déplacements en Ouganda pour s'entretenir en marge de ces sommets avec le président du pays hôte Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, ainsi que de plusieurs homologues chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD. De l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a eu l'honneur aujourd'hui de recevoir en visite de courtoisie Ahmed Abdel Soubil, nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et militaires entre Djibouti et l'Égypte a permis aux deux hauts responsables de discuter des opportunités de coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun. Le général Zakaria Cheikh a chaleureusement accueilli le diplomate égyptien et a souligné l'importance de renforcer les liens entre les forces armées des deux nations. L'ambassadeur Soubil a exprimé sa gratitude envers le général des forces armées et pour son accueil donc bienveillant et a souligné l'engagement continu de l'Égypte à promouvoir la coopération mutuelle dans tous les domaines. Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, et le diplomate égyptien, le diplomate Soubil, ont convenu de travailler de concert pour promouvoir la stabilité et la sécurité régionale et soulignant l'importance de la coopération internationale dans la résolution des défis communs. Lors de cette première rencontre entre les deux responsables, des présents significatifs ont été échangés pour symboliser l'établissement d'une relation positive et durable. Ces cadeaux ont été choisis avec soin pour refléter l'estime mutuelle et renforcer les liens professionnels naissants.
C'est la première fois dans l'histoire du port qu'un navire post-Panama transportant 96 000 tonnes d'engrais de type NPS à destination de l'Éthiopie a accosté au port polyvalent de Doralé, le DMP. Et c'est avec un grand honneur que nous avons donc amarré ce géant des mers dans notre port en eau profonde. Et comme est toujours, les équipes des opérations étaient à pied d'œuvre et ont commencé le déchargement de l'engrais avec une cadence soutenue dans l'objectif de réaliser des performances. Ce géant des mers MV Sabaek a une longueur de 250 mètres et une largeur de 44 mètres, dans 10 mètres de plus que les navires commerciaux, avec une profondeur de 13,5 mètres et dispose de 9 cales de stockage. Ce navire a été chargé du port américain Jorf Lasfar. Doté d'installations modernes, le DMP confirme son expertise en matière de manutention de vracs secs. Le port dispose de 12 grues de quai à portique qui soulèvent jusqu'à 45 tonnes par mouvement, des silos d'une capacité de 145 mètres-tonnes équipés d'un convoyeur de vitesse de 600 mt par heure et des machines d'ensageage fixes et mobiles pouvant délivrer jusqu'à 20 411 mt par jour. La deuxième réunion consultative de l'Organisation du monde islamique sur l'éducation, la science et la culture s'est tenue à Jeddah les 16 et 17 janvier dernier. La réunion qui a rassemblé les 54 pays de l'organisation a été suivie de la 44e session du comité exécutif de l'organisation. Une délégation composée du secrétaire général de la Commission nationale de Djibouti pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, Mohamed Moussayabe, et Ali Youssouf Doualé, membre du comité exécutif de l'ICESCO, en participé à l'événement. La deuxième réunion consultative de l'organisation fut ouverte avec les interventions des officiels. Al-Malik, directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, et après des remerciements adressés aux organisateurs, a insisté sur la nécessité de l'organisation de se renouveler, d'adapter ses actions aux réalités des États membres et surtout de consulter les représentants de ces États membres et des experts du monde islamique afin que l'organisation reste un véhicule au service du développement des sociétés musulmanes qui affrontent au même titre que les autres nations du monde des défis nouveaux et des situations parfois inédites qui exigent l'ingéniosité des fils et des filles qui composent ces nations. La journée du 16 janvier fut consacrée au débat et aux échanges entre les représentants des États membres coordonnés par les experts de l'ICESCO. Les discussions ont porté entre autres sur la démocratisation de l'éducation, la consolidation de la qualité des enseignements, apprentissage, l'innovation, le renforcement des capacités, les sciences, le développement des sciences humaines et sociales, la valorisation du patrimoine culturel islamique. Les conclusions et les multiples recommandations issues de ces échanges ont été récapitulées en fin de journée pour une prochaine exploitation et à l'ouverture de la 44e session du comité exécutif de l'organisation, les officiels se sont succédés à la tribune, notamment le président de la conférence générale, et ont tous insisté sur la nécessité de consolider les acquis de l'organisation et d'approcher l'organisation aux États membres. Cette session du conseil exécutif s'est essentiellement concentrée sur les activités de 2003, le budget, la révision de certains statuts des fonctionnaires de l'organisation et le rapport d'audit interne. Toujours dans l'actualité, dans un effort remarquable pour améliorer l'esthétique et la propreté de la ville, l'honorable député Hibo Ali Hussein a pris les rênes d'une initiative ambitieuse visant à nettoyer et à réparer la route du quartier 5. Cette initiative a non seulement recueilli un large soutien, mais est également devenue un symbole d'unité, d'harmonie et du patrimoine au sein de la communauté. La collaboration entre le député Hibo Ali Hussein, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR et l'office de la voirie de Djibouti et la gendarmerie nationale a ouvert la voie à un projet transformateur qui va au-delà de la simple amélioration des routes. Il s'agit d'inculquer un sentiment de fierté et de responsabilité aux résidents des quartiers qui participent activement à l'embellissement et à la propreté de la route. Les femmes du quartier 5 ont joué un rôle central dans cette initiative, démontrant leur engagement à promouvoir un quartier propre et dynamique. Elles ont uni leurs forces, travaillant sans relâche pour balayer les débris et réparer les dégâts le long de la route, leurs efforts collectifs contribuant non seulement à l'amélioration physique de la zone, mais servant également de testament au pouvoir de la collaboration entre les communautés.
Et en nouvelles du monde, à présent, l'ONU lance un appel pour un meilleur accès à Gaza. La famine touche plusieurs endroits de la ville, selon les agences humanitaires, et la situation s'aggrave à mesure que l'hiver s'installe et que le conflit s'enlise. Les bombardements continus d'Israël ont forcé des milliers de personnes à fuir sans abri. Plusieurs sont contraints de vivre sur le bord des routes, sans accès à la nourriture ou très peu. Les agences de l'ONU tirent la sonnette d'alarme pour une rapide sécurisation des voies d'accès à Gaza. Environ 300 000 personnes vivent encore au milieu des ruines alors que les combats se poursuivent. Depuis le début du mois de janvier, selon l'ONU, moins d'un quart des convois d'aide ont pu atteindre leur destination dans le nord de la bande de Gaza parce que les autorités israéliennes leur refusaient l'accès pour des raisons de sécurité. Une explosion dans une usine de feux d'artifice dans le centre de la Thaïlande a tué au moins 20 personnes hier, a déclaré un secouriste. Le bilan exact des morts n'était pas immédiatement clair, mais Krisada Manei, un secouriste de la fondation des secours Samerkun Suphanburi, a estimé qu'entre 15 et 17 personnes avaient été tuées. Les médias locaux ont fourni des bilans de décès variés. Des images capturées dans la province de Suphanburi, située dans un champ de riz, autrement dit nivelé à plat à l'exception des débris. La cause de l'explosion, qui n'était pas immédiatement claire, survient à moins d'un mois du nouvel an chinois en février, période de forte demande de feux d'artifice. Et le gouverneur de la région a déclaré que cette explosion était probablement déclenchée par des travaux de construction en cours dans l'entrepôt, les étincelles de soudure métallique provoquant l'incendie des feux d'artifice stockés à l'intérieur et leur explosion. Et enfin, le Kenya s'est lancé dans une vaste opération de relocalisation de ce rhinocéros noir. 21 mammifères en danger critique d'extinction vont élire domicile dans le parc privé de Lwazaba, situé dans le centre du Kenya. Cette relocalisation concerne plusieurs mâles et femelles récupérés dans 3 parcs. Grâce à ces actions périodique, le Kenya a réussi à sauver cette espèce de rhinocéros. Il avait environ 292 rhinocéros noirs dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Ils ont été décimés à cause du braconnage, le travail, la politique gouvernementale, l'engagement de l'agence kenyane de la conservation des espèces et d'un certain engagement du secteur privé et de communautés. Ces chiffres augmentent à peu près plus d'un millier aujourd'hui. Le Kenya compte aujourd'hui près de 1000 rhinocéros noirs selon le département de la faune. C'est la 3e plus grande population de rhinocéros noirs au monde, derrière l'Afrique du Sud et la Namibie. Il ne reste plus que 6487 rhinocéros sauvages dans le monde selon l'organisation caritative Save the Rhino, tous vivant en Afrique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.